Docteur Depièce, merci beaucoup de pouvoir, prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, s'il vous plaît? Bah, écoutez, je suis médecin du sport, médecin de médecine physique et adaptation. Je travaille dans un SMR à Gennevilliers et je travaille en consultant à l'Institut médico-chirurgical de Montsouris, en consultant de médecine du sport. Et je suis médecin de fédération comme le hockey sur gazon, le flying disc, je travaille avec l'athlétisme qui est mon sport de cœur et un petit peu aussi avec le sport universitaire. Voilà, donc j'ai plutôt des investissements importants dans le monde fédéral sportif et je suis secrétaire général de la Société française de médecine de l'exercice et du sport. Donc ça, c'est le côté société savante. Voilà. D'accord et donc j'imagine que, avec les températures, de ces semaines, là, vos consultations sont déjà assez impactées, non? Par des sportifs qui, ont peut-être un peu présumé de leur force et un peu négligé, les températures caniculaires qu'on a en ce moment? Alors, très clairement, ça a surpris tout le monde, hein. Ça a même surpris, et vous l'avez vu, nos autorités gouvernementales. Donc, ça a surpris aussi les sportifs qui peut-être n'avaient pas eu le temps encore, on le verra plus tard, mais de faire cette acclimatation nécessaire. Alors, vous dire que ça remplit nos consultations, non, parce que heureusement, c'est pas si grave que ça en termes de répercussions pour la plupart des sportifs. Malheureusement, ça peut aller jusqu'au décès, hein, le coup de chaleur à l'exercice. Mais avant le coup de chaleur à l'exercice, on pourra en discuter. Il y a d'autres stades, la déshydratation, l'épuisement hyperthermique, qui sont des stades qui sont moins graves en termes de conséquences. Et donc, ces sportifs-là, on les voit pas. Même sur les Mmh. courses, lorsqu'ils arrivent avec un petit épuisement hyperthermique, ils viennent pas au médical de la course, ils sont pas amenés par les secouristes. En revanche, oui, le coup de chaleur à l'exercice, lui, il est amené en urgence par les secouristes, voire par ses amis qui le trouvent vraiment très bizarre et qui vous l'amènent très très vite à l'attente médicale, ça c'est sûr. Du coup, ça amène évidemment la nécessité de définir exactement ce qu'est un coup de chaud. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps et quelle est la différence justement avec une simple insolation ou une déshydratation classique? Tout ça, c'est le soleil, hein. On a la chance d'avoir ce soleil qui peut nous aider pour beaucoup de choses, nous chauffer en particulier lorsqu'il fait froid. Des fois, ça fait du bien, avoir un petit peu de soleil, ça nous amène la vitamine D, etc. Mais effectivement, trop de soleil, en revanche, on n'est pas préparé à ça, et surtout lorsque ça arrive brutalement. Et surtout, si on y rajoute un effort sportif. Donc nous, on est dans le cadre des sportifs qui se remettent à l'entraînement, se mettent à l'entraînement un jour en se disant tiens, il fait beau aujourd'hui, j'en profite. Puis tout d'un coup, en sortant, ils se rendent compte qu'il fait très chaud, ils insistent un peu, ils courent, et puis ils n'ont pas les mêmes sensations que d'habitude. Et là, il va y avoir tout un continuum en fait sur les problématiques liées à la chaleur. Et ces problématiques liées à la chaleur, elles vont aller, donc, comme vous le disiez, d'une déshydratation à ce qu'on appelle l'épuisement hyperthermique, et ça finira par le coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est le plus grave, bien évidemment, puisqu'on peut en mourir. Les autres, bah voilà, ça vous laisse une petite sensation pénible, vous avez des crampes, vous avez une sensation de soif, vous n'avez pas fait la performance que vous faisiez d'habitude, mais au final, ça s'est bien passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est simplement que nos capacités d'homéotherme sont dépassées. C'est-à-dire que l'être humain est un homéotherme de très mauvaise qualité d'ailleurs, hein, puisque dès qu'on fait de l'exercice, notre balance énergétique, elle est très négative, puisqu'on utilise plus de 25% de notre énergie qui est perdue en chaleur. Donc voilà, ça fait pas un très bon rendement. Et donc, clairement, lorsque la chaleur du corps augmente, pour des raisons en particulier de température extérieure, et on verra tout à l'heure aussi l'impact du vent, l'impact de l'humidité. Mais lorsque ça augmente, eh bien, en fait, la technique d'évacuation de la chaleur, bah, c'est la transpiration, en tout cas la plus importante. Il y en a d'autres, il y a la conduction, il y a la radiation, mais c'est des techniques là, qui sont, j'allais dire, c'est de la physiologie fine, parce que c'est pas très important en termes d'élimination de chaleur. Donc, ce qui vraiment est important chez nous, chez l'être humain, pour éliminer la chaleur, c'est la transpiration. Jusqu'au moment où nos capacités d'évacuation sont dépassées. Quand on en arrive au coup de chaleur à l'exercice, physiologiquement, on arrive à détruire les tissus. On en arrive à ce qu'on appelle des chocs multiviscéraux avec une
à la fois de la barrière intestinale, une atteinte cardiaque, une atteinte respiratoire, et on en est sur un gros choc endoxémique, qu'il faudra d'ailleurs différencier d'autres pathologies existantes. On verra tout à l'heure le diagnostic différentiel, je pense. Mais oui, le coup de chaleur, c'est le dépassement en fait de nos capacités à éliminer la chaleur qui fait que notre organisme il réagit plus ou moins bien. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont coup de chaleur à l'exercice dès qu'ils sortent et qu'il fait un peu chaud. Et malheureusement, ça se reproduit. Donc ça, c'est un facteur de risque de récidive, d'avoir déjà fait un coup de chaleur. Et puis, il y a des gens qui n'en feront jamais. Donc même dans des conditions les pires, qui peuvent faire le marathon des sables sans aucun souci, ils ne feront jamais de coup de chaleur à l'exercice. Donc on n'est pas égaux sur notre capacité à éliminer la chaleur. Et est-ce que c'est corrélé avec la capacité de transpiration? On sait que certains Oui. transpirent plus que d'autres. Ce qui est clair, c'est que c'est la capacité de transpiration qui vous permet d'éliminer la chaleur. Donc, plus vous êtes entraîné, plus cette sueur elle est abondante et moins elle est minéralisée. C'est ce qui est très bien. Par contre, si vous n'êtes pas très entraîné, tout de suite vous allez éliminer, mais en plus vous allez éliminer avec des minéraux dedans. Donc en fait, vous allez vous déshydrater très très vite. Une sueur qui est très salée, c'est une sueur qui va faire perdre énormément de minéraux. Et si vous ne compensez pas par l'apport de boissons, vous allez vite vous retrouver dans une situation de déshydratation. Donc ça, effectivement, la capacité à éliminer beaucoup de chaleur par une sueur abondante et peu minéralisée, ça s'acquiert par l'entraînement. Donc là aussi, le risque, c'est quand vous avez affaire à des courses populaires où les gens ne sont pas très entraînés, où se sont lancés un défi et n'ont pas pris le temps de se préparer comme il faut. Ces gens-là sont plus à risque de faire un coup de chaleur que l'athlète qui fait de l'ultra-trail, qui a l'habitude et qui, lui, peut passer parfois 4-5 heures en pleine journée à courir dans les montagnes, en plein soleil, et ne pas avoir d'incident parce qu'il s'est préparé. Donc il y a une vraie différence de vulnérabilité entre le jogger du dimanche, qui se lance de temps en temps un défi, un peu fou et l'athlète professionnel ou semi-pro qui Ouais, vous avez raison. Malheureusement, il y a des athlètes professionnels qui sont très sensibles à ça. Dans ces cas-là, ils sont obligés de faire des choix sur des compétitions plutôt en ambiance thermique froide. Donc, on les voit plutôt performer l'hiver ou aller dans le nord de l'Europe courir plutôt que de courir dans le sud de l'Europe ou en Afrique. Ça, c'est une certitude. Il y a des athlètes qui ne réussissent jamais dans des ambiances chaudes, même et avec des alors, préparations. est-ce que du coup l'origine ethnique des personnes peut jouer ou c'est vraiment individu dépendant? Alors, probablement un petit peu l'origine ethnique, bien sûr, mais très clairement le fait d'habiter. C'est-à-dire que si vous êtes un métropolitain qui vit aux Antilles, depuis quelque temps, vous êtes acclimaté au taux d'humidité, à la chaleur des Antilles, qui n'est pas énorme d'ailleurs, mais par contre un vrai taux d'humidité important. Donc, clairement, vous ne faites pas de coup de chaleur. En revanche, vous êtes athlète métropolitain, vous venez monter aux Antilles pour faire une compétition. Si vous arrivez 2 jours avant, vous êtes à fort risque de coup de chaleur parce que vous n'êtes pas habitué à l'hygrométrie, à la chaleur locale, et vous risquez effectivement un coup de chaleur. On l'a vu d'ailleurs sur des championnats de France d'athlétisme en 2015 où on a eu 60 coups de chaleur sur une course, je crois que c'était un 10 km. Donc assez étonnant, mais simplement parce que les gens ne se sont pas acclimatés avant. Mmh. L'acclimatation, c'est entre 15 jours et une semaine dans l'ambiance de la course. Donc, ça veut dire, c'est pas facile voilà, c'est une question de moyens et de temps, mais l'idéal, c'est ça. Évidemment, ces facteurs climatiques ne dépendent pas exclusivement que de la température. Quels sont les facteurs aggravants, comme l'humidité peut-être, mais aussi l'état du patient, la fatigue, certaines prises médicamenteuses ou des choses comme ça? Peut-être qu'elles peuvent être aggravantes par rapport à ce risque de coup de chaleur? Bien sûr. Alors, sur l'environnement, vous l'avez dit, plus l'humidité est importante, moins on élimine de sueur, donc plus ça maintient la chaleur. On a le vent aussi, qui peut avoir un effet négatif en nous empêchant d'éliminer la sueur. On a aussi le lieu sur la planète en fonction de l'angle solaire, c'est-à-dire des inclinaisons des rayons, qui peut avoir un impact différent, évidemment, en fonction de la façon dont ça touche le corps. Et ensuite, il y a des facteurs autres qui peuvent être, par exemple, la prise d'alcool. Donc, certains médicaments sont à risque, en particulier, alors chez les sportifs, très utilisés, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS,
qui sont à risque, sur le plan rénal en particulier, paracétamol qui est à risque sur le point de vue hépatique, les antidépresseurs inhibiteurs de capture de la sérotonine, les neuroleptiques et les diurétiques, bien sûr, puisqu'un sportif qui prend des diurétiques en période évidemment de grosse chaleur, il y a un risque de déshydratation accélérée. Donc on a un certain nombre de médicaments sur lesquels il faut faire attention. Moi, chez les sportifs, on conseille d'arrêter 48 heures avant les anti-inflammatoires et de ne les reprendre que 72 heures après la course. Ça, Mmh. c'est un conseil que je donne aux confrères et aux sportifs que je rencontre. Parfois, on a besoin d'anti-inflammatoires, mais jamais 2 jours avant et 3 jours après une course, et jamais pendant la course. Évidemment, le risque est important. Et donc quand je suis sportif, quels sont les symptômes et les signaux d'alerte qui doivent absolument me faire dire: «J'arrête tout, tout de suite»? C'est difficile parce qu'en fait, c'est la perte de vigilance. Et la perte de vigilance, vous ne vous en rendez pas obligatoirement compte. Par contre, c'est souvent votre entourage qui s'en rend compte. Donc, si vous arrivez à un poste de réhydratation et que votre entourage est présent pour vous aider, qui se rendent compte que vous dites des choses bizarres, que vous êtes agressif. Ça peut être aussi les gens qui courent à côté de vous, qui tout d'un coup voient une personne se mettre à faire des grands gestes, à devenir très bizarre, qui peuvent le signaler justement aux équipes médicales de la course ou aux signaleurs. Si vous le sentez, ce que vous allez sentir, c'est d'abord commencer à avoir très chaud. Alors, vous avez vraiment chaud partout, aux extrémités en particulier. Vous avez donc très envie de boire. Vous êtes tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus tout à fait vigilant. Une des techniques d'ailleurs qu'on utilise, c'est qu'on demande aux sportifs quelle est sa performance habituelle. Et si le sportif est capable de répondre à sa performance habituelle, on est plutôt assez rassuré, c'est qu'il est encore vigilant. Par contre, s'il vous dit n'importe quoi, parce qu'ils connaissent très bien leur perf, c'est qu'effectivement, il commence à y avoir un problème de confusion et tous ces problèmes peuvent aller jusqu'au coma. Donc, l'hyperthermie, ça nous amène jusqu'au coma, ça c'est une certitude. Ce qui est important, c'est les triades pour reconnaître un coup de chaleur à l'exercice. C'est la personne est confuse, on a dit tout à l'heure, les troubles neurologiques, la personne vient de courir ou est en train de courir, puisqu'il faut un effort, bien évidemment, et la température supérieure à 40 degrés centrale. C'est-à-dire, ce que vous pouvez faire en compétition, c'est prendre très vite la température à l'oreille, parce que ça va très très vite. Si elle est déjà très élevée, vous mettez tout de suite on le verra tout à l'heure sur le traitement, mais vous mettez tout de suite dans l'eau, quoi. Si c'est à doute, température rectale. Et parce que c'est vraiment ça. Et s'il y a ça, ben là, on fonce d'abord et avant tout pour éliminer le coup de chaleur à l'exercice. Donc, on le verra, mais on les met dans l'eau glacée. Ça, c'est le réflexe essentiel. J'ai bien compris que, le risque de coup de chaleur était individu dépendant, mais globalement, à partir de quelle température il faudrait revoir son entraînement, voire l'annuler? Alors, la Fédération internationale d'athlétisme a fait ce travail avec un système qui s'appelle le thermomètre WBGT. C'est un thermomètre qui prend en compte tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'hygrométrie, la chaleur à l'ombre, la radiation solaire, la vitesse du vent, etc. Donc, ça, malheureusement, c'est pas donné à tous les organisateurs de courses d'en avoir, mais par exemple, pendant les Jeux Olympiques de Paris, on l'avait. Et ça permet effectivement, avec ensuite un abac, de dire, bah voilà, vous êtes avec 28 degrés de température à l'ombre et par exemple 70% d'humidité, bah voilà, vous êtes à risque, la course, il faudrait l'annuler. Donc on a des abacs comme ça qui ont été faits par la Fédération internationale et normalement les organisateurs de courses d'endurance, je parle bien d'endurance, sont censés s'informer, regarder ce type d'informations pour prendre des décisions. Et en tout cas, les pouvoirs publics, et en particulier les pompiers, ont accès à ces abacs pour prendre des décisions d'annulation d'une course. Donc oui, ça existe, cet abac existe. Quand le tennis se joue dans les grands chelems en 5-7, pour moi, Mmh. c'est un sport avec une composante aérobie non négligeable à ce Mmh. moment-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'ils ont des coups, des fois, ils perdent un set de 6-0 et puis ils repartent après. Donc, on voit bien que c'est effectivement une activité d'endurance, dont d'ailleurs tous ne sont pas préparés à tenir en 5-7. Mmh. Voilà. Et effectivement, mais le coup de chaleur de l'exercice existe aussi dans les sports de raquette, bien sûr, ou dans les sports collectifs, bien sûr, ça peut. Côté hydratation, il faut boire combien et surtout, est-ce que, l'eau claire suffit ou, il faut rajouter des sels, des électrolytes, pour, favoriser l'hydratation?
plus il fait chaud et plus on a une évacuation par sueur, par la sueur de la chaleur, plus vous devrez avoir une eau minéralisée, en particulier sodium et en particulier présence de glucides. Donc ça, c'est important, effectivement, hein, puisque le risque, vous le savez, c'est l'hyponatrémie, l'hyperkaliémie aussi, dans les problèmes de déshydratation et de coups de chaleur. Donc, ça, c'est important. En temps normal, on peut dire que pour des courses d'une demi-heure à 1 heure, on peut la faire à l'eau claire. Dès qu'on passe 1 heure d'effort, il faut passer avec des minéraux. Là, quand on est en période de haute chaleur, vous devez rajouter plus vite de l'eau salée. Voilà. Après, pendant la course, il faut en boire régulièrement. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Hein. C'est pour ça qu'il faut commencer avant, il faut continuer pendant la course. Quand il fait très chaud, en temps normal aussi, mais là, quand il fait très chaud, c'est encore plus important de le faire régulièrement. En fin de course, nous, on a tendance à réhydrater les gens quand ils ont fait un épuisement hyperthermique ou voire un vrai coup de chaleur dont ils ont récupéré. On utilise les bouillons cubes. Alors, je fais de la publicité, bien sûr, mais en fait, c'est parce que ce sont des bouillons très salés. Et donc, il ne faut pas hésiter à voir ça. Tous les réanimateurs, tous les urgentistes ou les médecins du sport qui font des compétitions d'endurance ont des bouillons cubes normalement pour le donner à la fin de la réaction sur place avant de laisser partir le sportif. Donc oui, il faut ressaler, c'est évident. Alors, plus vous êtes entraîné, moins vous perdez de sel, donc moins vous en avez besoin. Mais en revanche, pour quelqu'un qui est un sportif régulier, mais pas un sportif de grande intensité et qui ne s'entraîne pas régulièrement, j'allais dire, à haute intensité, il faut absolument commencer la réhydratation salée dès le début de la course. Ouais. Alors, la prévention, c'est l'hydratation, bien sûr. C'est porter des vêtements clairs et amples et aérés. C'est éviter de courir quand même quand c'est possible. En tout cas, pour les entraînements, ne pas les faire en pleine période de soleil massif. C'est courir à l'ombre. C'est courir le matin tôt, le soir tard. C'est bien s'hydrater. C'est probablement ces jours-là ne pas mettre des séances de qualité trop importantes. Être capable de baisser un petit peu l'intensité pendant ces périodes de grosse chaleur. Et puis, c'est l'acclimatation. Les champions, je vous l'ai dit, il faut qu'ils s'acclimatent. Et on sait que l'idéal, c'est 15 jours avant. Et quand ce n'est pas possible de venir 15 jours avant une compétition, eh bien, en tout cas, il faut essayer de se mettre dans des conditions à peu près similaires à domicile, d'où les chambres hyperthermiques pour les champions qui existent aujourd'hui, quoi. Ouais. Et puis peut-être préciser aussi que courir en fin d'après-midi, même s'il n'y a plus de soleil qui tape, il y a quand même une restitution très forte de chaleur, surtout sur des routes goudronnées ou en Voilà, ville. Et c'est que ça, course c'est sur route. Ouais. Oui, en course sur route, vous avez tout à fait raison. Hein. Moi, qui ai passé une partie de ma vie à Toulouse, je peux vous assurer que la brique toulousaine le long de la Garonne, le soir, même à 22 heures, elle vous renvoie encore de la chaleur. Donc oui, vous avez complètement raison. Après, pour les sportifs, justement, faire le choix d'aller dans les sous-bois, faire le choix d'aller autour de lacs, dans des zones un peu boisées, voilà ce qu'il faut, il faut choisir, il faut modifier. De toute façon, c'est du bon sens, en fait. Il faut modifier un petit peu ces jours-là. Il faut quand même ne pas tester la machine à fond parce que votre machine, vous le savez, elle n'est pas de très bon rendement. On n'est pas des bons homéothermes, donc prise de risque maximale. Alors justement, quand la machine commence à poser problème, quelles sont les 3 premières choses à faire dans les minutes qui suivent un constat de coup de chaud? Le constat, c'est exactement le terme. En fait, les urgentistes français ont dit qu'il fallait réagir exactement comme un arrêt cardio-respiratoire où en urgence, vous massez et vous massez, vous massez. Eh bien là, c'est la même chose. Il ne faut pas attendre. C'est diagnostic ou doute de coup de chaleur à l'exercice, la personne est confuse, elle dit des choses bizarres, elle a fait des convulsions, elle est apportée bizarrement par les secouristes ou par les amis qui disent il n'est pas normal, elle vient de courir, elle a plus de température, hop, prenez la température auriculaire, c'est hyper rapide, c'est déjà très élevé, vous le mettez dans l'eau. Et ensuite, dans l'eau, vous pouvez éventuellement prendre une température rectale. C'est pas un problème, ça va vite aussi. Il y a pas le temps, l'eau n'a pas le temps de faire baisser la température rectale, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas,
Vous le mettez dans l'eau le plus vite possible, une eau avec des glaçons, plutôt une baignoire. Alors, on dit 2 degrés, mais c'est pas toujours facile d'atteindre 2 degrés, mais même si elle fait 6, 7 degrés, c'est déjà très, très bien. Vous le mettez jusqu'à la tête. Vous avez quelqu'un qui lui tient la tête pour, évidemment, qu'il se noie pas. Et vous le surveillez pendant jusqu'à 30 minutes. On a à peu près ce temps-là pour voir si c'est efficace. Si au bout de 30 minutes, il va mieux, la vigilance est revenue, répond à vos questions comme il faut, ben voilà, vous l'avez sauvé. Si en revanche, il reste des problèmes de tension artérielle, des problèmes respiratoires, etc., évidemment, une saturation qui n'est pas bonne, évidemment, là, vous appelez le SAMU et vous le renvoyez directement au SAMU. Mais normalement, on doit pouvoir en récupérer un très, très grand nombre uniquement avec l'eau glacée. Il y a quand même beaucoup d'idées reçues autour du fait de créer un choc thermique, entre, quelqu'un qui a très chaud et de le mettre dans de l'eau glacée. Je sais que moi, quand j'étais gamin, on avait des médecins qui disaient, quand on a de la température, on prend un bain frais, pour faire baisser la température. Aujourd'hui, on le déconseille parce que ça peut amener des problèmes au niveau cérébral. Du coup, forcément, c'est une attitude qui pose question en se disant: «Est-ce qu'on va faire une hydrocution, ou un choc thermique qui Alors, peut être nocif non, pour le patient?» vous, a- vous allez mourir de votre coup de chaleur à l'exercice. Mmh mh. Mais vous allez en mourir. Vous allez avoir des séquelles si on ne vous refroidit pas. Et malheureusement, le refroidissement par conduction, c'est-à-dire uniquement mettre un petit paquet de glace sur le cou, ou comme on le faisait avant au niveau des grosses artères du corps, ça suffit pas. Donc là, les urgentistes sont tous d'accord dans le monde entier, les Japonais, les Américains, les Français. Il faut faire un choc thermique très rapide. Tout de suite, il faut faire baisser la température. Parce que sinon, comme disait ma collègue du SAMU de Strasbourg dans une conférence récemment, elle disait, vous allez bouillir, vos organes, ils bouent. Et vous avez des destructions cardiaques, vous avez des destructions respiratoires, des destructions hépatiques, des destructions rénales qui sont définitives ensuite. Donc, vraiment, vraiment, on ne se pose pas de questions. On n'a aucun risque. Ça, il faut enlever ça de notre tête. On n'a aucun risque à mettre quelqu'un qui a 41 degrés de température dans de l'eau froide, d'emblée, complètement, corps entier, jusqu'à la tête. Il faut le faire. Sinon, vous serez, maintenant, les juges le savent très, très bien, vous serez condamné. Ça, c'est clair. Si vous ne le faites pas, vous serez condamné. Et vous ne le tuerez pas comme ça. En revanche, si vous ne le faites pas, vous risquez de le tuer. Alors Mmh. après, à la fin de ces 30 minutes, si jamais il ne va pas mieux, bah là, il faudra effectivement l'envoyer au réanimateur, etc. Bon, c'est classique. Et c'est peut-être parce qu'on s'est trompé de diagnostic, mais il vaut mieux s'être trompé de diagnostic et avoir éliminé déjà ça, plutôt que d'attendre 2 heures ou 1 heure ou un temps infini pour qu'il puisse rejoindre une réa, où quand il va arriver, les dégâts seront déjà faits. Et la D'accord. défaillance multiviscérale, les réanimateurs n'aiment pas ça du tout, du tout, du tout. Ça, c'est clair. Et donc qu'est-ce qui est le juge de paix pour savoir à partir de quand on peut être rassuré? C'est la SAT Non, c'est ce qu'il vous également? raconte. C'est D'accord, uniquement de la clinique neurologique, c'est-à-dire qu'il faut discuter OK. avec lui. Et vous voyez, quand il redevient normal, qu'il répond à vos questions, qu'il est complètement, qui vous dit même, mais qu'est-ce que je fais là? Parce qu'ils ont un peu cette anosognosie, c'est-à-dire cette sensation d'amnésie de l'accident. En Mmh mh. fait, comme ils sont vraiment devenus très confus, ils ne se souviennent pas avoir eu un problème. Alors, D'accord. parfois, ils se souviennent d'avoir eu un peu chaud, mais c'est tout. Donc, vous leur expliquez. Et il faut leur expliquer parce qu'en plus, derrière, il y a ce qu'on le disait, il y a le risque de récidive existe. Donc, il faut qu'un sportif qui a fait un premier coup de chaleur à l'exercice soit au courant qu'il risque d'en refaire un deuxième s'il recourt dans les mêmes conditions, de la même façon. Donc ça, c'est important d'y penser. Après, pour les organisateurs, bah, il faut mettre de l'eau à boire, il faut mettre effectivement de l'ébrumisateur, c'est déjà bien. Mettre un peu de glaçon autour du cou, bah, pourquoi pas, si c'est une petite, et ce qu'on appelle un petit affolement thermique, une petite hyperthermie débutante, un épuisement thermique, oui. Mais en revanche, si on est vraiment sur le coup de chaleur, c'est que vraiment il vous répond plus, vraiment il a 41 degrés ou plus, voilà. Là, vous ne vous posez pas la question, c'est complètement le corps dans l'eau et c'est aujourd'hui médico-légal de ne pas le faire, quoi. Donc, ça veut dire que tout organisateur de course, toute société de secouristes et tout médecin qui va sur une course par les conditions actuelles
Surtout les courses d'endurance, hein, je parle pas Mmh. évidemment des courses en athlée, le sprint, c'est pas le même problème. Mais en revanche, pour l'endurance, c'est évident qu'il faut être avec soit une bâche qui permet de mettre de l'eau et de la glace, soit des baignoires, voire des poubelles. Enfin, il faut trouver un truc où on met le gars dans l'eau, Oui, jusqu'à de la tête. mémoire, j'avais vu les militaires qui effectivement utilisaient des poubelles classiques, Ouais, les poubelles, les remplies d'eau et bâches de aussi. glaçons. Et effectivement, maintenant, ils utilisent des bâches pour concentrer un petit peu plus encore. Et en réanimation, on a des tunnels Mhm. qui sont des formes de tentes en fait qu'on pose sur le lit. Le personnel dedans, on met un ventilateur et on envoie de l'air froid, Mhm. de l'eau froide glacée, et on fait passer le ventilateur devant. Mais ça, c'est dans les hôpitaux, hein. Nous, Ouais, sur le terrain, on est vraiment avec la baignoire et la glace. d'accord. Combien de temps il faut pour se remettre d'un coup de chaud? Bizarrement, déjà 3 heures après, nous, on les garde à peu près 2, 3 heures sur le terrain si les problèmes neurologiques sont partis. On les réhydrate évidemment bien, on remet du sel, hein. On disait tout à l'heure sur la terme de réhydratation, il faut bien sûr mettre du sel, des glucides. Moi, je les laisse tous partir au bout de 2, 3 heures s'il n'y a plus de symptômes neurologiques. Évidemment, s'il y avait un symptôme neurologique ou un autre symptôme cardio-respiratoire, ils partent à l'hôpital, ça c'est une certitude. Mais sinon, on peut. Donc ça, c'est déjà pour rentrer chez eux. Et ensuite, bah, moi, je déconseille de refaire un footing dans les mêmes conditions, en tout cas, au moins pendant 15 jours. Et puis, par contre, ça ne les empêche pas de marcher, de faire leur vie, mais je déconseille de refaire, en tout cas, dans des conditions chaudes et humides, de recourir avant au moins une quinzaine de jours. Ça, c'est une certitude. Je pense que l'évolution des conditions climatiques qu'on connaît, nous, ici en Europe, nous rapproche de ce qu'on connaissait il y a quelques années dans les pays asiatiques ou l'Afrique, etc. Donc, effectivement, il va falloir s'adapter. Et il va falloir que les services médicaux des événements sportifs s'adaptent. Hier, nos amis strasbourgeois nous ont dit qu'il y a 5 ans, ils n'avaient pas de baignoire. Aujourd'hui, cette année, ils ont eu 2 baignoires. L'année prochaine, ils seront à 3 baignoires pour leur course de Strasbourg. Clairement, on voit bien que l'évolution, elle est vers l'obligation de moyens. Et donc, ces moyens de refroidissement, il va falloir les avoir en espérant qu'on n'aura jamais à les utiliser, mais malheureusement, dans les courses populaires, on les utilise. Dans les compétitions d'athlètes licenciés, c'est plus rare. Les gars entraînés, on l'a dit, c'est plus rare. En tout cas, dans le moindre doute, effort, température élevée, donc il faut avoir les thermomètres, hein, il faut venir avec ces thermomètre auriculaire et thermomètre rectal, là aussi, pour nos collègues urgentistes et nos collègues médecins du sport, pensez-y. Et température élevée, signe neurologique, dans l'eau, d'emblée. Bon C'est comme un arrêt cardio-respiratoire, on ne se pose pas de questions. Et après, on appelle le SAMU. Mais d'abord, on les met dans l'eau. Bah, écoutez, je pense que ça sera la meilleure conclusion. Je vous remercie beaucoup pour cette Merci. interview et ce moment, et je suis sûr que ça va amener beaucoup de mise à niveau, de compréhension de ce que c'est que le coup de chaud, et de connaître les bonnes conduites à tenir pour l'ensemble des soignants qui nous regardent. Merci beaucoup, et puis retrouvez aussi Merci. tous les sujets qui sont connexes sur l'application Orthomaster. N'hésitez pas, on en a plusieurs. Et ben, à bientôt du coup. Au revoir, docteur Depies. Au Merci revoir. beaucoup. Bye bye.